My name is Bond. 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 James Bond. Bond. Une voiture, du sexisme, des gadgets, du sexisme, des génériques cultes, parodiés même par Deadpool, un revolver et du sexisme, c'est comme ça qu'on peut résumer le plus célèbre des espions, classé 3e plus grand héros du cinéma par l'American Film Institute. Ian Fleming est né le 28 mai 1908, soit la même année que la sortie de Fantasmagorie, dans le quartier de Mayfair à Londres, par des parents de la haute société, dans une famille de banquiers riches d'origine écossaise, comme son futur personnage. Bref, y a pas plus british que lui. Sa mère s'appelait Evelyn Sainte-Croix et son père Valentine Fleming, un député conservateur, tué sur le front français durant la Première Guerre mondiale, en 1917. Ce qui fait que Ian avait 9 ans quand il est mort, du coup sa mère et son frère Peter ont dû l'élever. Peter Fleming étant un militaire écrivain qui influencera son frère, ne sachant pas quoi faire de son avenir, comme tous les riches, il va étudier dans une villa en Autriche, dans laquelle se trouvait une école bourgeoise, où il apprendra l'allemand, ainsi que dans l'académie royale militaire de Sandhurst, et après de longues années, il devient journaliste pour Reuters, où il commence à s'exercer à l'écriture. En 39 à 31 ans, et à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Royal Navy, voyant qu'il parle bien allemand et français, lui propose de devenir commandant et espion. Du coup, il conçoit même un plan avorté d'infiltration d'un bateau pour capturer les codes d'Enigma, la machine de communication encodée des nazis, qui sera craqué par Champignac, selon vos envies, ou en réalité Alan Turing, le créateur des ordinateurs, qui s'est suicidé en croquant une pomme empoisonnée, cette même pomme qui sera utilisée pour le logo d'Apple. Donc quand vous voyez Blanche-Neige tenir le logo de Apple, c'est parfaitement logique. Mais même si elle est abandonnée, ses aventures en tant qu'espion et membre des services secrets britanniques pendant 6 ans l'inspira énormément pour faire paraître dans son œuvre le plus de réalisme possible. Parce que ça paraît con, mais les gadgets de Bond, ils ont vraiment existé. Pendant les guerres, l'humanité devient très imaginative. Et les missions de Bond sont en grande majorité des histoires vraies. Certaines personnes de l'entourage de Ian, ayant dit que 95% des événements des missions se sont réellement passés, sauf les rebondissements qui les constituent, mais son opération avortée par exemple a été recyclée dans ses livres. Même le personnage de Bond serait inspiré de plusieurs potes agents de Ian, mais la principale inspiration c'était lui-même. Ce mec est James Bond, car il serait le personnage qu'il rêverait d'être, puisqu'il lui a aussi donné ses défauts. Comme nous le prouve la mini-série biopic, qui lui a été consacrée en 2014, intitulée Fleming, l'homme qui voulait être James Bond, avec Dominic Cooper de Warcraft, Captain America et Preacher, le plus grand étant son caractère de coureur de jupons, et Ian l'a assumé, puisqu'il a dit n'avoir jamais considéré Bond comme un héros, car il préférait lui donner des défauts pour le rendre plus humain. C'est ce qui préfigurera les anti-héros entre autres. Il a voulu rendre l'œuvre plus crue, avec de la violence et de la vulgarité, de par l'omniprésence du sexe. Rien que le nom de la James Bond Girl de Goldfinger, c'est Pussy Galore, ça veut dire chatte à gogo en français. Donc si le sexisme était évident, c'est parce qu'il est volontaire. Il ne voulait pas qu'on aime Bond, ni qu'on l'idolâtre, puisqu'il était exactement pareil, et il l'a regretté. Parce qu'un peu avant la guerre en 35, il est tombé amoureux de Muriel Wright, qui est morte pendant le Blitz en 1944, le bombardement du Royaume-Uni par les nazis, ce qui l'a traumatisé. C'est elle qui lui inspira les James Bond Girls, en grande partie. Blofeld. Il part donc en Jamaïque, en travaillant pour le journal The Sunday Times. Déprimé, il rencontre Blanche Blackwell, qui lui inspire Pussy Galore, représentant bien son mépris pour elle, et finit par se marier le 24 mars 1952 avec Anne Geraldine Marie Charteris. Albus Percival Wulfric Brown. Dumbledore. Parce qu'elle était enceinte de leur fils unique Caspar, mais avec un C comme Casper, qui naîtra le 12 août de la même année. Et vu qu'il se sent vieux à se marier à presque 44 ans, et qu'il se fait chier en Jamaïque, dans sa résidence du nom de GoldenEye, il écrit un livre centré sur un personnage qu'il avait créé le 15 janvier 1952 à 9h du mat, au fuseau horaire jamaïcain. C'est très précis. Il lisait un livre d'un pote, ornithologue à lui, un expert en oiseaux, un bouquin intitulé Birds of the West of Indies, écrit par un certain James Bond. Et vu que Fleming veut un nom simple, il prend celui-ci. Du coup, il écrit le manuscrit de son tout premier roman, Casino Royale, qu'il fait lire à son pote Plummer, qui aime tellement qu'il le présente à l'éditeur Jonathan Cape, qui lui aime pas trop, comme tous les éditeurs, et refuse de le publier. Mais vu que Peter, le frère de Ian, lui conseille de le publier, et que Cape publie ses livres sur ses voyages, pour lesquels il est réputé, il accepte de le publier en 1953. Et Casino Royale reçoit de bonnes critiques, mais ne se vend pas trop, comme ses 4 suites. Pourtant, une première adaptation de Casino Royale est faite en téléfilm en 1954, en tant qu'épisode 3 de la série de téléfilm Climax, dans laquelle a joué John Cassavetes et Robert Mitchum quand même, et dans laquelle James Bond a été interprété pour la première fois par Barry Nelson. Et oui, Sean Connery a été le premier au cinéma, mais n'a jamais été sa toute première incarnation. Ça a toujours été Nelson, et personne s'en rappelle, et Barry Nelson, vous le connaissez,
puisque c'est lui qui joue Stuart Ullman dans Shining. Le téléfilm marche bien, du coup un projet de série télé dans le style de James Bond est prévu, qui se serait intitulé Commander Jamaica, et aurait mis en scène non pas James Bond, mais un certain James Gunn, comme le réal des Gardiens de la Galaxie, oui, et le script finalement jamais adapté était écrit par Fleming, qui le recyclera pour écrire Dr. No. Oui, vous remarquerez que Fleming a été très influencé par les adaptations de ses œuvres. En effet, en 59, alors que Bond commence à bien marcher, de par la curiosité des lecteurs anglais de la presse People, qui ont vu leur Premier ministre passer des vacances chez cet inconnu de Ian Fleming en 56, se sont enfin intéressés à ses écrits. Un premier projet d'adaptation ciné est prévu par Fleming, avec Kevin McClory, l'assistant réal et prod sur Moby Dick et le tour du monde en 80 jours. Ils écrivent un script ensemble, et McClory crée une organisation du nom de Spectre et le méchant Blofeld. Ce mec a créé le plus grand ennemi de James Bond quand même. Sauf que le projet n'a pas lieu, encore une fois, et Bond devient un immense succès aux US, encore grâce à la presse People, parce que le nouveau président JFK, donc Kennedy, dit dans le live du 17 mars 61 que Bon baiser de Russie fait partie de ses livres préférés. Du coup, du jour au lendemain, tout le monde achète les Bonds. Et 10 jours plus tard, il sort son nouveau bouquin, Opération Tonnerre, qui marche super bien, surtout grâce à Blofeld, le méchant, ce qui fait vachement chier McClory, son créateur. Pourquoi ? Parce que Fleming a volé son script pour le film, qu'ils devaient faire ensemble sans le créditer. Pas de bol pour lui, Bond marche super bien, un film est déjà commandé, et Owen Prod, dirigé par Albert R. Broccoli, lance un acteur alors inconnu, un écossais comme Bond, du nom de Sean Connery, puisque Broccoli a demandé à ce que les acteurs qui incarnent le personnage soient originaires du Commonwealth, comme je le disais dans ma vidéo sur Spielberg, Indiana Jones étant créé au même endroit que Bond, et le premier vrai film James Bond, contre Dr. No, sort en 62. Devenant un grand succès, réalisé par Terence Young, qui réalisera plus tard Soleil Rouge, avec Alain Delon et Charles Bronson. Bonsoir, je m'appelle Noël Java, j'ai 29 ans, j'habite à Sedan et je suis réalisateur de films un petit peu olé olé. Vous voulez dire un petit peu érotique? Non, des films sur la corrida. Bref, McClory, comme vous vous en doutez, colle un procès au cul de Fleming, et en 63, après 9 jours de procès, à la Cour suprême de Londres, Fleming est condamné à payer 35 000 livres, sans compter ses frais de procès, qui eux étaient à 52 000, donc en tout il a déboursé 87 000 livres, et l'édition a reçu l'obligation de créditer McClory et Jack Whittingham, le troisième co-auteur de l'œuvre, Kevin récupérant également les droits d'auteur sur les persos de Blofeld et Spectre, ainsi que les droits d'adaptation sur l'œuvre, ce qui fait que Broccoli s'est retrouvé dans l'obligation de le nommer à la prod sur l'adaptation d'Opération Tonnerre en 65, pour avoir les droits sur Blofeld, dont le mystère sur le visage est devenu culte. Étant parodié entre autres par Inspector Gadget, dont il était prévu de montrer le visage dans le dernier épisode, mais vu qu'il n'a jamais eu lieu, vous pouvez voir des concept art montrant officiellement son visage, qui ressemble à ça. Voilà. Ou sinon pour Blofeld, on l'a eu aussi dans Tintin et le lac aux requins. Et pour faire encore plus chier, Kevin produit aussi un remake, Jamais plus jamais, en 83, le seul James Bond à ne pas être produit par Owen Prod, avec un autre dont je parlerai plus tard, réalisé par Irving Keschner, le réal de l'Empire contre-attaque, et mettant en scène un Bond vieillissant, incarné pour la dernière fois par Sean Connery, et dans lequel Rowan Atkinson, aka Mr. Bean, fait sa toute première apparition au cinéma, lui qui jouera plus tard dans une parodie de James Bond avec la trilogie Johnny English. En 63 sort Bon baiser de Russie, qui fera de Bond et Sean Connery une icône internationale. Adapté du livre de 59, le personnage de Goldfinger ayant déjà offert à Fleming l'opportunité d'expérimenter le merveilleux monde de la justice, 4 ans avant McClory, puisque le nom de Auric Goldfinger vient d'un architecte hongrois du nom de Erno Goldfinger, dont Yann détestait les créations, et a donc donné au méchant son nom. Du coup, Erno a voulu le poursuivre en interdisant la publication, mais a abandonné les poursuites quand il a compris que c'était stupide et que Cape, l'éditeur de Yann, a payé ses frais d'avocat et lui a offert 6 exemplaires gratuits du bouquin. Mais l'adaptation de Goldfinger, Fleming ne la verra jamais, puisqu'il décédera d'une crise cardiaque, parce qu'il fumait et buvait beaucoup, 4 mois avant la sortie du film, à savoir le 12 août 64 à Canterbury, au sud-est de l'Angleterre, étant épuisé par son rythme d'écriture, écrivant 3 livres par an, parfois en même temps, ayant demandé des congés au Sunday Times, le journal pour lequel il travaillait, pour écrire ses livres, entre-temps, ce qui fait qu'il a pensé plusieurs fois à buter Bond, pour en finir, mais comme Conan Doyle avec Sherlock, les fans ont été frustrés par le cliffhanger qu'il avait laissé à la fin de Bon baiser de Russie, laissant penser que Bond est mort, et ont demandé à ce qu'il revienne, du coup il est passé à côté de la mort de Bond. D'ailleurs dans l'adaptation en film, du coup la scène où il meurt a été totalement supprimée. Il est enterré à Sevenhampton, près de Swindon, entre Londres et Bristol, où repose également sa femme, Anne, qui mourra 17 ans plus tard en 81, 6 ans après la mort de leur fils unique, Caspar, qui était bipolaire et après 6 tentatives de suicide, il a réussi sa 7ème, en 75. Ian Fleming n'a donc aucune descendance, son héritage se faisant à travers sa société détentrice des droits littéraires, Ian Fleming Publications, et le seul membre de sa famille restant est sa nièce, Lucy, la fille de Peter, aujourd'hui âgée de 72 ans. Fleming n'aura écrit que 14 tomes de James Bond, je dis seulement parce que ça veut dire qu'il y a plus de films que de livres écrits par le créateur du perso, dont 2 posthumes, à savoir Meilleur vœu de la Jamaïque, qui était achevé, et L'homme au pistolet d'or, son tout dernier livre,
qui lui était inachevé, enfin il n'a pas eu de correction quoi, et avait été récupéré par Plummer pour être terminé par Jonathan Cape, l'éditeur, et Kingsley Amis, sous le pseudo de Robert Markham, qui succédera, comme plusieurs auteurs, à Fleming, écrivant 23 tomes de plus, sans compter les scénarios originaux de plusieurs films. Le dernier livre de Fleming, publié lui aussi de manière posthume, fut un livre pour enfants qu'il avait écrit pour son fils Caspar, Chitty Chitty Bang Bang, lui aussi adapté en film 4 ans plus tard, en 68, produit également par Broccoli, écrit par Roald Dahl, auteur de Charlie et la chocolaterie, et avec Dick Van Dyke de Mary Poppins. Christopher Lee, descendant de Charlemagne, comte Doku et ancien chasseur de nazis, son cousin, parce que ce mec est dieu et a absolument tout fait dans sa vie, lui rendra hommage parce que, tout comme J.R.R. Tolkien, qu'il avait rencontré et voulait qu'il joue Gandalf, alors qu'il jouera finalement Saruman, son cousin Ian voulait qu'il joue Dr. No. Mais vu qu'il n'a pas pu le faire, il jouera dans l'adaptation de L'Homme au pistolet d'or en 74, Francisco Scaramanga, le méchant et personnage éponyme de l'œuvre. On retiendra de ce film le regretté Hervé Vilches, en trick-track, un nain français dont ce fut le tout premier rôle et qui jouera ensuite dans L'Île Fantastique, dont il sera viré parce qu'il avait demandé à être payé autant que son partenaire et que lui était payé moins juste parce que c'était un nain. Il s'est suicidé en 93 et un biopic est sorti sur lui l'an dernier en 2018, intitulé My Dinner with Hervé, réalisé par Sacha Gervasi, co-scénariste du Terminal de Spielberg et réal du biopic sur Hitchcock en 2013, avec Peter Dinklage aka Tyrion Lannister, grand militant de la cause contre l'oppression envers les nains, dans le rôle de Hervé, et Oona Chaplin, la petite fille de Charlie, qui porte donc le même prénom que sa grand-mère. C'est donc ironiquement, après la mort de Fleming, que James Bond connaît une grande et très longue carrière au cinéma, étant la saga la plus longue de l'histoire du cinéma, juste derrière Godzilla, comptant 36 films à ce jour, puisqu'elle compte officiellement 25 films en comptant le prochain, No Time to Die, ou en français Mourir peut attendre, mais on va pas l'appeler comme ça parce que, Mais c'est de la merde! Mais en ne comptant pas le troisième Casino Royale de 67, que personne ne connaît, la comédie de Columbia Pictures, c'est lui le deuxième film à ne pas être produit par ION Prod, dont je parlais tout à l'heure, réalisé par Ken Hughes, le réel de Chitty Chitty Bang Bang justement, et dans lequel David Niven, du Tour du Monde en 80 jours, et La Panthère Rose, joue James Bond, mais en vrai, même si c'est le vrai, genre l'original, qu'il joue, la blague dans ce film, c'est que tout le monde est 007. Peter Sellers de La Panthère Rose, qui retrouve donc David Niven, Woody Allen, et même oui, je sais encore lui. C'est moi Orson Welles. Étant interprété officiellement par cet acteur tout au long des 25 films, comme quoi il porte bien son matricule, ce qui est toujours moins que François Pignon, qui en a eu 9 si on compte les pièces de théâtre, Batman, qui en a eu 11 si on compte l'animation, sinon c'est 9 aussi, si on compte Robert Pattinson à l'avance, le leader étant Doctor Who, qui en est actuellement à 14, en comptant le War Doctor, mais c'est le concept donc bon. Cette bande, en comptant Barry Nelson, le tout premier, mort en 2007, on a eu Sean Connery donc, qui a fait 89 ans cette année, et mon dieu qu'est-ce qu'il a maigri, David Niven, mort en 83, George Lazenby, qui en a fait 80, décidément Bond est bon pour la maison de retraite, le regretté Roger Moore, mort il y a 2 ans, en 2017, Timothy Dalton, qui a 73 ans, c'est juste pour que vous sachiez où ils en sont, leur âge. Pierce Brosnan, le fameux Bond nanar cartoon, qui en a 66, et enfin Daniel Craig, le Bond actuel, qui revient aux bases, lui donnant même des origines, et faisant référence à sa potentielle mort, que Fleming désirait, un Bond plus réaliste que Brosnan, qui lui a 51 ans, et va le jouer encore une fois dans No Time to Die, alors qu'il avait dit vouloir arrêter 2 fois. Finalement il l'aura joué 5 fois, le tournage est terminé, et Craig a fait un discours d'adieu, donc ça sera sûrement son dernier film, qui sort au Royaume-Uni le 3 avril prochain, en 2020, et le 8 en France et aux US, et dans lequel Rami Malek, de Mr. Robot et Bohemian Rhapsody, va jouer le méchant, et Naomi Harris, la Tia Dalma Calypso de Pirates des Caraïbes, ne jouera pas James Bond donc, contrairement à ce que les gens pensaient, mais va juste reprendre le matricule de 007, donc calmez-vous. En plus on a déjà vu le personnage dans Skyfall et Spectre, c'était Miss Eve Moneypenny, la secrétaire de M. Pour la réal, Danny Boyle, le mec qui a fait Slumdog Millionnaire et Trainspotting ayant quitté le projet, il a été remplacé par Kari Joji Fukunaga, oui il est américain c'est parce que son père est japonais, réal de la première saison de True Detective, la meilleure saison, le film Netflix Beast of No Nation avec Idris Elba, et qui fut pressenti à la réal du remake de Hits également. James Bond est devenu un phénomène parodié des milliards de fois, comme j'ai pu l'évoquer plusieurs fois dans la vidéo. Il a été dérivé en jeu vidéo, avec GoldenEye, considéré comme étant un des meilleurs jeux de la Nintendo 64. En dessin animé, avec le JDG, vous connaissez James Bond Jr. maintenant, centré non pas sur son fils mais sur son neveu, et c'est nul à chier, c'est complètement con. Mais les parodies ou hommages, il y en a eu beaucoup. En film déjà, OSS 117 étant une exception, puisqu'effectivement c'est une parodie, non pas de James Bond, mais toujours d'OSS 117. Parce que si vous ne le savez pas, 3 ans avant James Bond, en 49, un Français du nom de Jean Bruce, qui était espion lui aussi, comme Ian Fleming, a créé la première série de livres d'espionnage à succès d'Europe, une série qui avait plus de succès que Bond, avant Bond, et qui s'appelait OSS 117, une série au ton sérieux, à l'époque, qui avait eu droit à des films entre les années 50 et 70,
mais dont personne ne se rappelle à cause de Jean Dujardin et Hazanavicius, se moquant de l'époque et de l'intolérance qui l'entoure, et par conséquent de bander ses films anti-URSS, tout au long de la guerre froide, comme tout le cinéma américain de l'époque en fait. On a eu 11 films, dont les plus connus sont ceux d'André Hunebelle, le mec qui a réalisé la trilogie Fantomas, avec De Funès quand même, un vrai méchant James Bondien pour le coup, et dont le seul OSS qu'il produit, et ne réalise pas dans sa série, étant réalisé par Michel Boiron, le mec qui a fait Le Petit Pousset en 72, et coécrit par devinez qui, Terence Young, lauréat des premiers James Bond avec Sean Connery. On peut dire que ce mec était très attaché au milieu de l'espionnage décidément. Et ils ont pris ce mec justement parce que quand ils ont sorti les films OSS 117, c'était pour surfer sur la vague du succès des films James Bond. Le troisième opus avec Jean Dujardin ne sera cette fois pas réalisé par Hazanavicius, qui est occupé à réaliser Son Prince oublié avec Omar Sy, qui sort le 12 février prochain, mais par Nicolas Bedos, qui avait réalisé Monsieur et Madame Adelman, il y a 2 ans en 2017, que j'avais beaucoup aimé, et La Belle Époque, qui sort le 6 novembre prochain, et qui a l'air d'être tout aussi bien. Il attend justement de sortir ce film, et de faire la promo, pour entrer en tournage le 18 novembre, pour sortir le film le 3 février 2021, qui s'intitulera Alerte rouge en Afrique noire. Voilà, donc connaissant OSS, ça risque d'être très trash là. Bon, après on a eu des parodies en jeux vidéo et en série, dont Chapeau melon et bottes de cuir en 61, dont le titre original est The Avengers, 2 ans avant que le groupe Marvel ne soit créé dans les comics en 63. C'est eux les Avengers originaux. James Bond est partout, et que vous le vouliez ou non, c'est devenu une icône culturelle importante. تلعب مزيان بلا مندولين يا ولدي بومبينو موسيقى شعل نبعتها روح لواقي ما ريح